Et bien le bonjour jeunes gens, c'est Max Fedel, j'ai bienvenue sur Green Reset. Petite vidéo en ce début d'année, je commence par une petite balade. Je voulais en profiter pour vous souhaiter une nouvelle année vivante et surtout alignée avec ce que vous ressentez au plus profondément de vous-même. Et aussi l'occasion pour vous remercier, pour remercier les nouveaux arrivants sur la chaîne. On n'est pas encore beaucoup, mais on atteint tout doucement les 300, ça fait plaisir. Et donc voilà, que vous m'ayez trouvé avec les vidéos d'autonomie, de jardinage ou plutôt sur le tarot et sur les guidances, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que les messages que je véhicule vont résonner avec ce que vous ressentez. Le but, c'est de vous transmettre aussi ce que je découvre, les prises de conscience, et puis aussi donner du sens. Donc quel que soit le chemin par lequel vous m'avez découvert, eh ben, je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère qu'en 2026, la communauté s'agrandira encore. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager ces vidéos. La vidéo que je compte vous partager aujourd'hui est un peu différente de celle de d'habitude. En tout cas, elle revient un petit peu à la base de la chaîne sur les guidances. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion de donner une conférence sur le tarot, la manière dont je le perçois, qui n'est pas vraiment des prédictions, mais plutôt des prévisions, une sorte de miroir intérieur. Et donc lors de cette première conférence, c'est la première fois que je me livrais à ce genre d'exercice, j'ai eu des questions intéressantes, j'ai pu partager quelques réflexions, quelques façons personnelles de voir les choses. Et donc voilà, je voulais en faire un petit résumé de quelques séquences et vous les partager. En effet, pour moi, le tarot, il a un langage symbolique. Il reflète un peu une réalité qu'on vit déjà, mais qu'on ne perçoit pas spécialement facilement, parce que c'est des choses qui sont liées à l'inconscient. Et donc à l'image un peu de cette eau de ce lac, elle ne crée pas votre réalité, mais elle la reflète. D'une manière peut-être un peu symbolique, un peu imagée, un peu comme les rêves. Mais pour moi, c'est une occasion aussi de permettre une introspection et de comprendre des événements de nos vies qu'on n'a pas forcément l'occasion de bien conscientiser. Mais bon, la manière du tarot imagé me semble une approche ludique et très symbolique, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce que l'on vit, et peut-être avoir des apprentissages, et aussi peut-être modifier sa manière de voir les choses, de voir la vie. Donc évidemment, mon but n'est pas d'imposer ma vision. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste. S'il y a des messages qui vous parlent, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas du tout, attendez d'autres publications de ma chaîne. Ou voilà, vous pouvez aller aussi consulter d'autres contenus, c'est pas ce qui manque. Et si vous n'y connaissez rien au tarot, à la symbolique, si vous n'y croyez pas, mais que vous êtes curieux, je vous invite à regarder ces quelques séquences et ne pas hésiter à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, le but, c'est pas de vous imposer ma vision, mais plutôt d'ouvrir une discussion. Voilà, après cette courte introduction, cette brève introduction, je passe directement aux extraits de la conférence. Et encore une fois, voilà, prenez ce qui résonne en vous, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, je vous dis à bientôt en 2026. Le voyage continue. À bientôt. Ciao. Je me rends compte à la fin d'avoir tourné quelques images que j'ai oublié de remercier quelqu'un d'important. Sophie, la responsable de la médiathèque de mon village, qui m'a permis de mettre en place cette conférence, qui a fait les affiches et qui a fait un peu la publicité sur les réseaux sociaux et auprès des commerçants de mon village. Donc merci pour cette confiance et merci pour cette visibilité. J'espère que ça aura pu intéresser des personnes et que s'il y a une seconde édition, on sera encore plus nombreux. À bientôt. Ciao. Pour moi, en fait, c'est une manière de rendre des événements de notre vie conscientes. Donc, c'est-à-dire vis-à-vis des cartes qui vont sortir, elles vont nous expliquer des schémas qu'on traverse et nous aider à les traverser. Nous dire, voilà, dans telle posture, en fait, c'est ça qui t'affecte, c'est ça qui te retient. Ou dans d'autres, c'est ton mental.
ou là c'est ta passion, mais tu t'emballes un peu trop, c'est des illusions. Donc chaque carte vibre à une certaine fréquence. Parce que ça, en fait, je vais y venir aussi, mais je me suis rendu compte que, en fait, on est comme des antennes. Je pense qu'on vibre réellement à une certaine fréquence, et tout ce qui nous arrive, on l'attire. De manière consciente ou inconsciente, on va les attirer. Alors, forcément, quand il nous arrive des malheurs, c'est pas forcément facile à traverser. Mais déjà en prendre conscience et l'accepter, c'est déjà un début du chemin. Et le tarot, avec sa manière ludique, parce que c'est illustré, d'ailleurs je peux vous faire passer les cartes, hein, comme ça vous verrez un peu à quoi ressemblent les cartes. Ce tarot, moi il m'a permis de comprendre des choses que je traversais dans ma vie, et donc je me suis dit, c'est un bon outil. Un outil parmi d'autres, hein, parce que c'est pas le seul, hein. Il y a la méditation, la pleine conscience, la psychologie. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était quelque chose de ludique pour comprendre comment on vit, pas essayer de tirer des plans sur la comète ou d'avoir mon avenir, c'est pas le but. Parce que voilà, à un moment donné, il faudra bien traverser les épreuves et les déjouer. Mais ça permet de mettre en lumière des choses pour lesquelles on ne comprend pas tout de suite, quoi. J'ai commencé à comprendre des cartes comme celle-ci, qui sont très douloureuses. Donc dans les arcanes majeures, ce fou, c'est ce rêveur, le mât, quand il va voyager, il va rencontrer des cartes qui vont lui faire quand même bien mal, quoi. Alors là, j'en rigole, mais à ce moment, je ne rigolais pas. Il faut apprendre à les comprendre, quoi. La tour, typiquement, c'est quelque chose qu'on a construit depuis des années. Donc sa maison, son couple, sa famille, son métier. Et puis en fait, d'un coup, d'un seul, la vie nous l'enlève, quoi. Ça peut être une maison qui brûle, ça peut être un licenciement, une séparation. C'est des choses qui sont très douloureuses, mais quand on les accepte, on comprend en fait que ça, c'était une expérience, que c'était quelque chose qu'en fait, dans notre évolution, parce qu'en fait, je pense qu'on est censé évoluer en conscience et apprendre des choses, et malheureusement, c'est un mal pour un bien. Ça veut dire que la nature, l'univers, Dieu, on peut l'appeler comme on veut, fait du vide dans nos vies pour justement rebâtir d'autres bases. Et donc petit à petit, en fait, vis-à-vis de ce qui m'est arrivé là, j'ai commencé à comprendre des cartes comme la tour. Donc là, forcément, là, c'est pas très compliqué à comprendre que quand on tire cette carte-là et qu'on vient de se séparer, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de reconstruire sur cette base-là, quoi. C'est fini. Mais la tour, elle n'a pas un autre nom? La maison Dieu. Ah oui. Ouais. Donc c'est la plus mauvaise carte. Pas forcément. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. Je vais faire un peu Edouard Baird, quoi, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est des rencontres. En fait, je vais y revenir après, mais ça dépend comment on va le vivre. Soit on va se victimiser, soit on va se dire, voilà, c'est pas juste, c'est pas ma faute, et pourquoi ça m'arrive. Ou soit, en fait, on va être responsable, quoi. Et je pense que quoi qu'il nous arrive dans la vie, même si c'est des choses douloureuses, on est responsable. Dans le sens où c'est pas forcément notre faute, c'est pas à cause de nous. Mais en fait, quand on dit responsable, responsabilité, c'est notre habilité à répondre. En anglais, c'est encore plus flagrant parce que c'est responsibility. Ability, c'est la capacité. Notre capacité à pouvoir répondre à l'événement, quoi. Soit on se renferme, alors forcément, il y a une période de deuil, d'acceptation et tout ça. Je dis pas qu'il faut absolument tout accepter et garder le sourire tout le temps. C'est normal que voilà, on vibre à certaines fréquences, à certains moments. Mais par contre, c'est une bonne remarque parce qu'en fait, dans le tarot de Marseille, elle s'appelle la Maison Dieu, quoi. Et la Maison Dieu, en fait, on voit plutôt un œil divin qui foudroie la tour, quoi. Mais on peut le voir aussi d'une autre manière, que c'est le divin, donc le créateur, qui s'exprime à travers nous pour nous dire, voilà, pour nous envoyer aussi sa lumière, dire, voilà, maintenant, tu fais de la merde, quoi. Donc, je vais t'expliquer de manière plus brutale comment ça se passe pour que tu comprennes, quoi. Après, voilà, je pense pas qu'il. Moi, je crois pas à un Dieu punitif, même si pendant longtemps, je suis resté athée. Moi, je pense plutôt qu'en fait, on est énergie, en fait, notre corps. Parce que voilà, j'en reviens quand même à un truc plus rationnel, plus scientifique, parce que c'est ma manière de réfléchir, peut-être ma manière de me rassurer aussi, hein. Mais notre corps, il est composé que de matière. Principalement de l'eau, du carbone, et voilà, quelques minéraux, et ça s'arrête là, quoi. Mais en fait, quand on meurt, c'est pas possible que cette matière, qui a pourtant été en action pendant longtemps, et de manière parfois inconsciente, on respire sans même y réfléchir, pour moi, en fait, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose qui l'anime.
Et donc de là, je pense réellement qu'effectivement, il y a quelque chose, une intelligence supérieure, ou en tout cas derrière tout ça, parce que la création est tellement parfaite que c'est pas possible qu'il n'y ait pas une intelligence derrière qui l'ait créée. Ma vision, c'est que cette intelligence, elle n'est pas spécialement dans un plan physique. Parce qu'en fait, nous, on voit tout en 3 dimensions, toutes les choses qu'on peut toucher. Mais il y a... 5%, ils disent, Comment? ils disent que c'est 5% la matière de ce que l'on peut percevoir, que 95% est de la vibration. Alors, j'avais pas et cette même les notion de Grecs proportion. avaient déterminé dans le Platon qu'on avait l'âme. Ouais. Il le dit à la fin, c'est pas possible autrement. Pour moi, dans c'est... Dans le Timée ou dans le Kritia, je sais plus, il le dit que nous avons une âme. Enfin, Ouais. Après, voilà. Moi aussi, je pense, quand j'ai vu ma soeur morte ou mon père mort, je ne peux pas comprendre qu'il manque quelque chose. Ouais. Et je me dis, là, il manque quelque chose. Là, il n'y a que le corps. Et qu'est-ce qui anime tout ça? Il y a forcément quelque chose. Ouais, pour moi, il y a forcément... et ça se perd pas. Ça peut pas s'envoler, oui, ça. Pour moi, ça ne peut pas disparaître comme ça. Alors, moi aussi, je crois à ça. Après, c'est de l'ordre de la croyance de chacun, je pense. Et là où se passent les religions, etc. Quoi. bah pour nous, ça devient une évidence. Mais c'est pareil, si on fait un peu de langage aussi des oiseaux, evidence en anglais, c'est la preuve, quoi. Après, chacun a la manière de se donner cette preuve-là. Pour moi, rationnellement, c'est compliqué d'expliquer qu'un corps sans vie n'avait pas quelque chose qu'on ne comprend pas. Je suis d'accord. Non, mais la langue des oiseaux nous apprend vraiment autre chose aussi. La magie, l'âme agit, quoi. J'allais y venir, ouais. Et je l'avais dedans aussi, ouais. ce jeu de mots, mais oui, l'âme agit. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est aussi la magie, quoi. C'est l'âme qui agit. C'est l'âme qui agit, ouais. Mais on ne le comprend pas. Alors vraiment, à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, tout vibre, tout bouge. Et il y a, comme tu dis, désolé, je te tutoie. Il y a une vibration. On émet un champ vibratoire. Ça, j'en suis persuadé. Et donc, du coup, ça fait une bonne transition à ma slide suivante. Parce qu'en fait, il y a un psychiatre américain, David Hawkins, qui a classé ces échelles de conscience. Et donc, on peut y faire un lien avec le tarot parce qu'on voit que quand on est dans des sensations de honte ou de culpabilité, de peur, ben, on a une perception de la vie misérable, effrayante, difficile. Moi, je l'ai vu comme un combat pendant longtemps, la vie, quoi. Je me dis, pour gagner, pour être respecté, pour monter pour avoir des responsabilités, tout ça, c'est toujours un combat. Moi, maintenant, je le vois plutôt comme un jeu. Mais à l'époque, j'étais plutôt dans ces vibrations-là. Et clairement, en fait, ben, comme on vibre ces fréquences, ben, quand on va tirer les cartes, on va tirer ces cartes-là. On va me dire, ouais, c'est du hasard. Moi, maintenant, j'y crois plus trop. Parce que franchement, plus on le fait, plus on se rend compte que c'est quand même souvent les mêmes tirages qui reviennent. Et quand on change un peu d'état d'esprit ou de mood, eh ben, en fait, c'est d'autres cartes qui apparaissent, quoi. Et pour moi, c'est pas un hasard, quoi. Mais voilà, après, chacun a ses croyances et chacun a sa perception. Mon but, c'est pas de vous l'imposer ou de vous convaincre que ça marche, c'est plutôt de partager mon expérience. Alors, le langage symbolique, donc, on en parlait tout à l'heure du langage des oiseaux. Moi, je me suis quand même souvent posé la question d'où ils viennent nos mots, en fait, quoi. Parce qu'en fait, on a l'étymologie. Nos langues, enfin, en tout cas le français, il a été fortement influencé par le grec, le latin. Et donc, j'ai fait un peu de latin, donc c'est clair que dans certains mots, on retrouve certaines racines. Mais avant ça, avant d'écrire, comment ça se passait? Il y a forcément un moment donné où l'être humain s'est dit « je vais parler », mais de manière imagée. Donc en fait, il va reproduire des sons, on va faire des onomatopées, on va reproduire des bruits, des choses qu'on entend. Et donc, forcément, les mots, je pense, que quand on les décode, ont une signification parfois on loupe un peu. Donc comme par exemple, on se dit c'est de la magie, c'est l'âme agit. Votre inconscient, ou l'âme, ou ce que vous voulez, qui est votre partie immatérielle, vous souffle des infos à certains moments, quoi. Et donc en fait, c'est dans la Bible. Au commencement était le Verbe, ça aussi en fait. Je pense que dans les écrits sacrés, ils ont été parfois mal interprétés ou mal diffusés. Je pense qu'on n'a pas compris l'aspect, les paraboles qu'il y avait derrière, les symboliques. Mais au commencement était le Verbe, ça veut dire qu'on insuffle une onde. Parce qu'en fait, quand on parle, là je vous parle, j'émets une fréquence. Donc je déplace des particules, des molécules. C'est un peu Jean-Claude Van Damme quand je dis ça. Mais bon, après je suis belge, donc c'est un peu normal. Mais donc en fait, l'idée, c'est que le mot, avant qu'on le raisonne dans sa tête, il va résonner
dans nos oreilles, dans nos cœurs, quoi. Et d'ailleurs, en fait, souvent, on cherche l'essence. Enfin, on cherche le sens. Le sens de... Pourquoi c'est quoi le sens de ce truc-là, quoi? Mais ce qu'on devrait chercher, plutôt, c'est l'essence. Et d'ailleurs, l'essentiel. Ça veut dire que l'essence est dans le ciel. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur de nous est comme ce qui est à l'extérieur, quoi. Notre vision du monde, si on pense que le monde est agressif, eh bien, on va se faire agresser. Pas toujours, mais en règle générale, on va attirer des situations comme ça. Si on pense que le monde collabore avec nous, eh bien, on va collaborer avec lui, quoi. Et alors, quand on dit aussi divinatoire, divinatoire, c'est un mot qui peut faire peur. Mais si on comprend qu'en fait, le divin, c'est quelque chose de non incarné, qui s'incarne en nous, en microparticules, hein. On appelle, en physique quantique, on appelle ça un phénomène holofractographique. C'est-à-dire qu'en fait, il va se casser, mais en fait, chaque petite particule va être exactement la même que celle qui était à la base. Et donc, en fait, si chacun d'entre nous reçoit une particule divine comme ça, en fait, le mot divinatoire, ça voudrait plutôt dire, c'est le divin qui s'exprime, quoi, qui vous donne des signes, qui vous donne une... Après, on a dans la langue des oiseaux, il y a plein d'autres exemples, hein. Je vous ai dit, moi, je m'intéresse plus, parce que bon, j'ai une formation d'agronome, donc moi, je préfère, à la base, mon délire, c'est de faire pousser des trucs. Mais par exemple, dans les arbres, quelque chose qui est assez marquant, c'est le saule. Le saule, ça peut dire aussi sol. Mais en fait, le saule, on l'utilise pourquoi? Ben, pour faire de l'aspirine naturelle. Il y a de l'acide acétylsalicylique dans le saule. Et donc, en fait, quand on va faire pousser du saule ou qu'on va faire macérer des feuilles de saule, on va dégager cette molécule qui va améliorer le sol, puisqu'en fait, il va permettre aux autres plantes de produire des racines plus facilement. Le peuplier, eh ben, en fait, on fait des cagettes ou des boîtes à fromage, parce qu'il peut plier. Ou alors, on le met dans des zones un peu humides où en fait, c'est le peuple qui y habite, c'est pas les gens nobles, c'est plutôt les gens à revenus modestes. Et donc, le peuple y est. Voilà. Il y a plein de petits mots comme ça qui sont assez marrants, je trouve, quand on les entend d'un autre sens. Et ça marche en français, ça marche aussi dans d'autres langues. Donc j'en viens vraiment du coup aux arcanes mineures, comment les décoder, parce que ça, pour moi, quand j'ai compris ça, je trouve qu'il y a vraiment un côté très rationnel là-dedans. Donc en fait, il faut partir sur le principe que dans les arcanes mineures, il y a 4 éléments. Il y a les épées. Les épées, c'est pas une suite facile. Franchement, souvent, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est la suite qui fait appel à la raison, à l'intellect, au mental, aux communications. Donc, c'est la manière dont on va s'exprimer, dont on va communiquer, la stratégie aussi. Donc, des fois, ça peut être des quarts casse-tête, quoi. Ensuite, on a les bâtons. Les bâtons, c'est le feu. C'est l'enthousiasme, l'ambition, la passion. Et la passion, des fois, elle peut être dévorante. Tout comme le feu va parfois brûler aussi. On a les coupes. Les coupes, c'est relié à l'élément eau. Et donc ça, c'est plutôt les émotions, l'amour, l'intuition, les choses un peu plus subtiles. Dans une eau, en fait, elle peut être très claire et très limpide. Et puis, il y a des eaux un peu troubles, où on ne voit pas tellement à travers, quoi. Donc c'est un peu cette idée que ça, c'est ce qui coule vraiment en nous. Et puis, il y a la dernière. Et celle-là, elle me plaît assez bien, j'avoue, parce qu'il y a comme le côté matérialiste. C'est les deniers. Les deniers ou les pentacles. Donc, dans le tarot de Marseille, on appelle ça les deniers. Dans le Rider-Waite-Smith, on appelle ça des pentacles, mais c'est la même idée. C'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret. Et ça, c'est l'énergie, quand on la tire, qui est la plus lente. Parce qu'en fait, pour faire concrétiser des choses dans la matière, pour construire une maison, pour construire pour bâtir un jardin, il faudra de la patience, quoi. Il faudra aussi jongler parfois entre, par exemple, du feu, avec par exemple un valet de bâton qui va se dire voilà, moi j'ai envie d'y aller, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je suis motivé. Et puis en fait, les deniers qui vont dire ouais, calme-toi, quoi. Il faut du temps. Une graine qui pousse, elle ne se fait pas en 2 secondes, quoi. Donc ça, en fait, quand on a déjà pris la logique de ces 4 éléments, ça devient déjà beaucoup plus simple. Quand vous avez parlé d'argent, moi ce que je me suis demandé, c'est que est-ce que pour vous l'argent il fait le bonheur? Ça, c'est une question, si je peux te retourner. Oui, l'argent fait le bonheur. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est une bonne question. Moi, en fait, pour moi, tout démarre de l'intention. C'est quoi l'intention? Par exemple, dans certains philosophes, il y a la philosophie de Machiavel. Je ne sais pas si tu connais. En fait, ça a été un peu déformé, mais Machiavel, il dit la fin justifie les moyens.
Ça veut dire qu'en fait, si tu veux un objectif, quel qu'il soit, tu vas y mettre tout ce que tu veux, même tuer s'il faut, pour y arriver. Est-ce que toi, tu penses que ça, c'est bien? Non, pas forcément. Mais en fait, ce qui a été déformé, c'est que la fin justifie la moyen, c'est-à-dire que si on veut contenter un maximum de personnes, ça c'est plutôt l'idée de Machiavel à la base, on va y mettre les moyens. Mais on va pas tuer des gens. Mais en fait, il y aura forcément des gens qui seront déçus. Mais est-ce que 90% des autres seront satisfaits? C'est ça en fait le truc. Et donc si l'argent ne fait pas le bonheur, pour moi il ne le fait pas. Parce qu'en fait, tout dépend. Si tu arrives à vivre avec ce que matériellement ça te suffit, tu vois, et qu'à dehors de ça, bah, tu as l'occasion de passer du temps avec les gens que tu aimes bien, de faire ce qui te plaît, est-ce que tu as vraiment envie d'argent? Pas forcément, mais après il en faut. Donc c'est un équilibre. En fait, l'argent, les deniers, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est tout dépend qu'est-ce qu'on va en faire. Pour moi, c'est l'intention. Pareil que pour l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est le diable, machin. Ça a été créé par l'homme, ça. Tout dépend de ce qu'on va en faire, quoi. Est-ce qu'on va lui demander de nous aider à structurer des idées, à synthétiser des choses, à avancer plus vite dans notre travail, ou est-ce qu'on va lui demander de lui faire faire des vidéos TikTok à la con? Voilà. Il fait des vidéos TikTok à la con. Ouais, mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Le train, on l'a diabolisé. La voiture, on l'a diabolisé. Tout dépend comment on l'utilise, en fait, quoi. Donc, en fait, pour moi, c'est une question d'intention. Alors, les arcanes mineures, on va plutôt comparer ça à des petites choses de la vie courante, quoi. Par contre, les arcanes majeures, c'est des prises de conscience, des événements qui vont vraiment nous faire avancer et progresser dans notre, ce que je vais venir après, mais notre individuation. Et avant de parler de ça, je vais parler du voyage du héros. Et donc là, il y a un mythologue américain, Joseph Campbell, qui a repris des récits initiatiques. Et en fait, dans ces récits, on a toujours plus ou moins la même trame. On a un héros qui rencontre un mentor ou qui rencontre quelqu'un qui lui donne une clé, un magicien ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, il va partir à l'aventure. Pareil, typiquement, si on prend le Seigneur des Anneaux, on a Frodon, il part à l'aventure avec Gandalf, qui peut être aussi un mentor, mais aussi le magicien, qui lui dit, voilà, tu as les capacités, même si tu t'en rends pas compte, tu as les capacités. Et puis en fait, Frodon, ben, il va rencontrer des épreuves, il va devoir lutter aussi contre son envie de pouvoir à cause de l'anneau. Et puis il aura des gens qui vont l'accompagner, comme Sam Gamgee. Il va y réunir parfois aussi son comté ombre dans les héros en général. Si je prends par exemple un autre mythe, enfin une autre histoire, on a le roi lion. Dans le roi lion, en fait, Simba, en fait, pourquoi il part de la terre des lions? Parce qu'en fait, il a honte, il a peur, il se sent coupable de la mort de son père, de Mufasa. Et en fait, quand on regarde un peu, toutes ces histoires-là, elles racontent de manière symbolique des arcanes majeures. Elle raconte l'empereur, elle raconte le diable, elle raconte la force, l'impératrice, l'étoile, quand on est guidé un peu, ce que j'appellerais tout à l'heure les synchronicités. Donc petit à petit, en fait, on se rend compte que, ok, il y a des personnages, des archétypes, mais tout ça, en fait, ça vit en nous. C'est ça, en fait, que ces histoires essaient de nous enseigner, quoi. Quand Simba, il part parce qu'en fait, il a peur, en fait, ce qu'on doit voir, c'est qu'en lui, il a déjà une partie lumière, Mufasa, et une partie ombre, incarnée par Scar. Et quand il arrive à réunir les deux et à revenir, en fait, il retrouve sa lumière. Et là, en fait, il repasse dans des arcanes euh, plutôt sympas, de la fin des suites des arcanes majeures. Il a le jugement qui n'est pas un jugement divin, c'est genre, t'as pas bien fait ça. Non, c'est en lui qui se dit, voilà, moi je me libère de cette culpabilité. C'est pas ma faute, c'est comme ça, c'est arrivé et maintenant je reprends mon pouvoir. Et puis en fait, il passe par le soleil qui illumine sa vie et le monde, l'accomplissement, où en fait il a réuni de nouveau tous les animaux dans la savane. Et ça, en fait, Joseph Campbell, il l'a structuré dans ce qu'il appelle le monomythe, ou le héros aux mille histoires, un truc comme ça. Et donc en fait, on se rend compte que c'est toujours le même voyage initiatique. Et les arcanes majeures, dans nos vies, nous racontent un peu ça, quoi. C'est les moments où on va passer vraiment des caps, des étapes, quoi. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de but ultime. C'est chaque pas est un but à atteindre. Et ce processus, en fait, d'accomplir sa destinée,
c'est ce que Carl Gustav Jung, donc psychiatre suisse, disciple de Freud, appelle lui l'individuation. L'individuation, en fait, c'est le fait de réconcilier le moi, donc toutes les choses qui sont issues de notre éducation, donc la manière dont on a été façonné, et puis le soi. Le soi, en fait, c'est notre être complet, c'est l'inconscient. C'est le centre réel de la psyché, quoi. C'est des choses qu'on ne comprend pas encore bien et qui sont parfois un peu une partie de l'ombre, parce qu'en fait, pour Carl Gustav Jung, donc l'ombre, ça pourrait paraître comme le diable dans le tarot, c'est toutes les choses qu'on rejette. La culpabilité, la non-confiance en soi et tout ça. Et en général, hein, ce qui est marrant, c'est que ce qui nous agace chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer chez soi. Soit on n'ose pas le faire, soit ça nous agace parce que nous, on ne se le permettrait pas. Mais souvent, c'est quand même ça. Et c'est marrant parce que du coup, quand on arrive à transcender ça, à aligner nos principes, notre éducation et la partie un peu en ombre de notre personnalité, eh ben, en fait, on se rend compte que même dans notre ombre, il y a aussi des choses cachées, il y a des trésors, quoi. Il y a, quand on peut, parce que c'est ça, le mythe du dragon, c'est d'affronter le dragon, parce qu'en fait, il cache un trésor à l'intérieur de nous. Quand on arrive à avoir ça, ben, en fait, il y a tout le potentiel, toutes les choses qu'on n'ose pas faire, mais dans lesquelles on serait doué, dans lesquelles on s'épanouirait. Et quand on arrive à se dire, voilà, mes principes, c'est ça, mais en même temps, j'ai envie de faire ceci, on arrive à l'unification. Et donc ça, c'est ce que Jung appelle l'individuation, et qu'on pourrait traduire dans le tarot par le chariot. Et le chariot, on voit quelqu'un de conquérant, il a un cheval noir qui part un peu à gauche, et le cheval droit qui lui va tout droit, quoi. Et ben en fait, quand on arrive à réunir les deux, on est conquérant, on arrive à marcher sur notre chemin de vie, quoi. En fait, pour moi, on a un plan. Donc quand je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a une partie divine qui s'incarne en nous, c'est pas pour rien non plus, parce qu'en fait, le but, c'est pas seulement de s'incarner dans plusieurs âmes pour qu'on vienne lui rétrocéder une information qu'on a acquise et faire grandir la conscience collective. Pour moi, en fait, on a chacun un but, on est chacun programmé pour faire quelque chose de bien précis. Et il y en a qui appellent ça mission de vie. Moi, j'aime pas faire ça parce que ça donne un but, ça donne une responsabilité. On a l'impression qu'en fait, c'est une obligation. Alors qu'en fait, pour moi, c'est plutôt un plan d'expérience, un chemin d'évolution. Et en fait, un truc que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que tout ça, en fait, on est souvent guidé par ce qu'on appelle, ce que Gustav Jung appelle des synchronicités. Ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi le concept de la synchronicité. Je pense que quand je vous l'expliquais, vous allez me dire, oui, j'en ai déjà eu. En fait, la synchronicité, pour Carl Gustav Jung, c'est un événement auquel ce qu'on constate, la conséquence du phénomène, n'est pas reliée à une cause évidente, physique. C'est-à-dire, on ne peut pas l'expliquer comme ça. Le seul truc, c'est que quand ça rentre en synchronicité avec nous, c'est parce que vous vous posez une question, ou vous pensez à quelqu'un, et puis cette personne vous appelle, ou vous envoie un message, ou vous vous posez une question et vous l'entendez dans une pub, ou vous avez pensé à un truc et puis vous le voyez en image, quoi. Ben ça, typiquement, c'est une synchronicité. Et la dernière qui m'est arrivée, ben, c'est mercredi. Donc mercredi, je suis ici à la bibliothèque et on parle avec Sophie de grainothèque, de potager partagé, tout ça. Donc voilà, elle m'explique qu'ici, il y en a un, qu'elle aimerait bien mettre en place une grainothèque. Et donc je suis hyper emballé par l'idée parce que moi ça me parle et que j'aimerais bien aussi pouvoir partager des semences, des plants et tout ça. Et il y avait l'étagère qui était ici avec des livres. Elle me montrait des choses pour mettre éventuellement des semis là. Je me retourne, je tombe sur un livre de Pierre Rabhi, qui justement, ben lui, c'est la personne qui essaie de promouvoir cette sobriété heureuse, de montrer qu'en fait on peut manger tous à sa faim si on fait tous un peu son jardin et qu'on crée des oasis, quoi. Et clairement, c'est l'idée, moi, que je résonne en moi, que je vibre en moi. Et donc, en fait, tout ça pour dire, c'est que la synchronicité, tout le monde en a déjà vécu, tout le monde trouve ça magique, mais c'est l'âme agit. C'est la coïncidence. Et c'est d'autant plus rigolo qu'il n'était pas à sa place. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah ben, je savais pas ça. Ouais. Ben, c'est une coïncidence. Pour Gustav Jung, c'est plus qu'une coïncidence, parce qu'en fait, ça résonne vraiment avec l'intériorité de la personne qui le vit. Et
Après, voilà, on peut dire que c'est juste une coïncidence, que c'est juste du hasard. Moi, je me rends compte que plus je les suis, plus je les écoute, plus il m'en arrive, quoi. Et ça, c'est quand même impressionnant. Après, j'ai pas besoin d'avoir une explication sur le processus. Moi, ça me convient. Je veux dire, je trouve que plus je les suis, plus je me rends compte que j'arrive à faire ce qui me plaît, quoi. Et pour moi, en fait, le tarot ou un oracle, c'est une synchronicité. Parce qu'encore une fois, comme on émet une fréquence et que l'univers, notre monde extérieur en tout cas, réagit en fonction de cette fréquence, eh ben, il nous envoie des messages qu'on peut ou qu'on doit comprendre. Et le tarot, en fait, pour moi, c'est une manière de rentrer en synchronicité avec ça, de ne pas prévoir son futur, mais en tout cas de pouvoir comprendre les événements qu'on vit actuellement et justement peut-être réajuster le tir. Après, encore une fois, moi, c'était pour un peu démystifier. C'était pas spécialement pour dire ça marche ou c'est vraiment l'outil à utiliser. C'est pour montrer qu'en fait, c'est juste une question de fréquence. Je pense que limite scientifiquement, on pourrait l'expliquer. Ça vibre à une certaine fréquence et ça nous renvoie Après, la seule manière, enfin, le seul truc, c'est que l'écart pour moi ne se trompe pas, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de coïncidence, ça j'y crois plus trop. Mais par contre, c'est la manière dont on va l'interpréter où on peut se tromper, quoi.